Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur la mâchoire. Donc la mâchoire, c'est une articulation qui est très complexe. On sait qu'il y a entre 70 et 90% de gens qui vont avoir au moins une fois une pathologie de la mâchoire, une douleur de la mâchoire, etc., qui vont être concernés par une douleur de la mâchoire, et on va avoir seulement 10% de consultations. Donc on entend souvent parler de SADAM, c'est-à-dire syndrome algo-dysfonctionnel des appareillements du cutter, ou alors DAM, dysfonction de l'appareillement du cutter, ou encore anciennement Costen. Mais tout ça, c'est des termes qui sont un peu... vous voyez, on met ce qu'on veut. Donc on va plutôt englober tout ça sous un terme générique de DTM, c'est-à-dire dérangement temporomandibulaire. Et pour évaluer ces dysfonctions, on va parler de bruit, d'algie et de dyskinésie. C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer et corriger la cinétique de la mâchoire, c'est-à-dire son mouvement. D'accord ? Donc je vous mettrai quelques images sur une mâchoire. Vous avez vraiment le corps de la mâchoire, de la mandibule, donc le corpus, et la partie au niveau des branches, donc le ramus. D'accord ? Et comme les genoux, si tu veux, il y a des condyles au niveau mandibulaire qui sont recouverts d'un cartilage hyalin. On parle d'un complexe bicondylo-occlusal. D'accord ? Donc la stabilisation d'une mâchoire, elle est essentiellement musculaire. Il n'y a qu'un seul ligament qui est en tension. La mâchoire, elle est stabilisée, elle est parcourue par une lame disco-cartilagineuse. Donc vous avez une région, vous avez un disque en fait, comme un genou, comme au niveau du ménisque, vous avez un disque. Derrière, vous avez l'attache postérieure ou le frein discal. Donc on dit que c'est une région rétrodiscale. Et devant, vous avez l'attache postérieure, ou donc là où vous avez la lame prédiscale. Et c'est ici que vous allez avoir les muscles qui vont poser souci, qui vont s'accrocher en fait. D'accord ? Vous avez vraiment des régions, vous voyez, frein discal, disque, donc lame prédiscale, frein discal, lame rétrodiscale. Et donc souvent la mâchoire, on le dit, elle est bloquée en rétropulsion, c'est-à-dire qu'elle est bloquée derrière. Vous voyez, elle part plus assez en propulsion, en avant. Ou alors avec beaucoup de peine et des claquements, etc. On va voir ça. Donc le disque de la mâchoire, c'est comme le ménisque. Son rôle, un disque, c'est d'amortir. D'amortir la gravité, d'amortir les chocs, de supporter vraiment les contraintes. D'accord ? Donc dans la mâchoire, vous avez un système vasculaire qui s'appelle le système de Zinker, qui joue le rôle, si tu veux, d'amortisseur hydraulique. D'accord ? Donc la mâchoire, c'est la seule articulation avec l'épaule qui est suspendue. Et donc comme l'épaule, quand elle est en conflit, elle n'aime pas l'hyperpression, la surcharge, la contrainte, etc., comme d'habitude. Et donc, de la même manière qu'une épaule, je vous ai fait une vidéo cou et épaule, je vous invite à regarder. Je vous disais, l'épaule, elle peut fonctionner, pas à 100%, mais elle peut fonctionner même avec un seul muscle. Ce qui nous prouve que l'épaule est une articulation hautement adaptative. D'accord ? Ça veut dire qu'elle peut s'adapter assez facilement, plus facilement en tout cas que d'autres articulations. Et la mâchoire, c'est pareil, c'est que la mâchoire est hautement adaptative. D'accord ? Et donc, dans une mâchoire, on a dit qu'elle n'aime pas la pression, la surpression, etc. Donc il faut une certaine liberté articulaire. Et donc, vous voyez que quand je vous parlais des contractions isométriques, le but c'est de réveiller cette sensation du mouvement tout en évitant ces irritations, ces irritabilités articulaires et créer du jeu. Créer du jeu, il faut que ça contracte, etc. Entre les différentes facettes articulaires. Et donc, la mâchoire, elle devrait avoir physiologiquement, en tout cas pour qu'elle soit fonctionnelle, une liberté articulaire de 3 degrés. Donc ça équivaut à peu près à 3 doigts. Si vous arrivez à mettre 3 doigts dans votre bouche ouverte, c'est qu'au moins l'ouverture est fonctionnelle. Vous voyez, c'est physiologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la mâchoire, en termes d'innervation, elle est innervée par le nerf trijumeau. Donc le nerf trijumeau, je vous l'ai déjà dit, c'est mastication, vision, sensation de douleur, sens du toucher. Et donc,
le nerf trijumeau, si tu veux, la mâchoire peut poser indirectement des soucis en termes d'audition, provoquer des acouphènes par exemple au niveau du muscle tenseur du tympan, ou au niveau de la vision, c'est-à-dire que vous allez avoir un spasme au niveau des muscles de la mâchoire qui peuvent irradier au niveau du tympan, au niveau des muscles oculomoteurs, etc. et faire ce qu'on appelle un souci de convergence, c'est-à-dire que quand je vais mettre mon doigt comme ça et que je vais essayer de loucher, je peux avoir un souci de convergence au niveau visuel par rapport à cette mâchoire. D'accord. De la même manière, je peux avoir des soucis d'audition indirectement à cause d'une mâchoire. Une mâchoire qui est spasmée et qui irradie à distance. Et donc avec tout ce qui est point trigger. Et on ne le dira jamais assez, mais les points trigger ne touchent pas uniquement les muscles. Les points trigger peuvent toucher la peau, peuvent toucher les nerfs, peuvent toucher le périoste, c'est-à-dire la pellicule qui englobe l'os, peuvent toucher les fascias, peuvent toucher les muscles, les ligaments, etc. Tout ce qui est mou, sans aucune exception, peut être touché par un point trigger. Et donc, de ce fait, un point trigger peut provoquer des soucis au niveau du système nerveux autonome variés. Je sais que par exemple, tu as des points trigger qui peuvent provoquer des yeux qui goûtent. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous voyez parce que c'est la peau. Et que la peau, elle est directement neurologique par essence. La peau, c'est vraiment l'isolant thermique et mécanique qui nous protège de l'environnement. Donc ce qu'elle intègre, pour elle, c'est vrai. Et du coup, elle réverbère avec la moelle épinière et ça se parle. Et on perd notre contrôle dessus, au niveau central. Et on ne le dira jamais assez, mais la grande oubliée des ouvrages scientifiques, c'est pas le fascia, c'est la peau. La peau qui a la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas lue de la même manière. D'accord. Et la peau, de manière vulgaire, c'est un cerveau mis à plat. Et donc vous avez un vrai lien entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques, et ça c'est une découverte qu'on peut attribuer à un neurologue anglais qui s'appelle le Dr Henry Head, qui faisait ses expériences sur lui. Donc là c'était vraiment pour la partie articulaire. Ouais, je vous grossis les traits parce que ça sert à rien d'être trop précis, ça sert à rien de parler trop clinique. L'important c'est que ça vous serve et que vous puissiez intégrer ces informations et vous en servir au quotidien pour votre propre gestion pathologique. Parce que le meilleur acteur de guérison, c'est vous le meilleur kiné, je ne cesse de le répéter, mais la passivité n'amène rien. Et on ne va pas se contenter du standard pour résoudre une pathologie chronique. Quand c'est chronique, c'est beaucoup trop unique pour se contenter d'un protocole standard. D'accord? Donc en termes de musculature, vous avez les muscles en deux parties. Vous avez les muscles élévateurs de la mandibule, c'est-à-dire qu'ils vont la ramener. D'accord? Donc les muscles élévateurs, ils sont très puissants. Ils sont très puissants et ils vont s'insérer tous au niveau du ramus. Et donc, vous avez le masséter, qui est le plus puissant de tous, le temporal, c'est-à-dire les tempes. C'est pour ça que parfois la mâchoire peut provoquer des céphalées de tension, par exemple, ou des irradiations au niveau dentaire ou dans les yeux, vous voyez ce que je veux dire, ou des acouphènes, etc. Vous comprenez qu'il y a une variété de symptômes qu'on peut attribuer à la mâchoire. Mais ceci dit, c'est valable pour tout. Vous savez, moi j'ai beaucoup de patients avec des soucis dans le bassin, malheureusement, que ce soit des femmes, des hommes, et souvent on leur dit névralgie pudendale, mais en fait, il n'y a aucune preuve qui prouve que c'est une névralgie pudendale parce que personne ne vérifie que personne ne vérifie que vous avez des muscles qui peuvent irradier en génito-urinaire, le psoas, les adducteurs et les obliques. C'est un truc qu'on retrouve systématiquement, comme le terme sciatique, alors que le psoas fait des fausses sciatiques. Il peut faire des fausses sciatiques. On parle de coccygodynie, on ne va pas dire que le multifide peut provoquer une symptomatologie commune au multifide, en projection, en irradiation à distance. Et donc on parle toujours de point trigger. De la même manière, il y a souvent des douleurs lombaires au niveau des carrés des lombes qui sont pris à tort pour des soucis rénaux. Vous avez beaucoup d'opérations qui sont pratiquées de manière inutile alors que le problème il est musculaire. Et les muscles, on les voit ni sur une radio et on ne voit pas en tout cas cette sensibilité cutanée sur un IRM. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a rien qui remplace le sens du toucher. Vous comprenez que l'examen clinique numéro 1, ça ne devrait pas être les imageries qui sont censées être
complémentaire, ça devrait être un examen clinique palpatoire. Tant que je ne touche pas la personne, je ne peux pas détecter les neuropathies, je ne peux pas détecter les inhibitions motrices, je ne peux pas détecter où il y a de l'allodynie, où il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que les points trigger font des parésies et des paresthésies trompeuses. Donc on peut attribuer à tort un problème qui est musculaire comme un problème neurologique. Même si, vous voyez ce que je veux dire? Même si il n'y a pas de barrière entre la peau et le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça communique. Et que, comme on l'a dit, la peau c'est un cerveau mis à plat. C'est vraiment une interface. Et donc, voilà, je ne vais pas me perdre plus, mais ouais, ayez cette vision d'ensemble. Donc, je vous l'ai dit, vous avez le masséter, vous avez le temporal dans les élévateurs de la mandibule, et vous avez les ptérygoïdiens latéraux, mais le faisceau supérieur. Je vous mettrai une image, le faisceau supérieur. Et à contrario, ceux qui vont marcher, si tu veux, en concurrence, c'est les abaisseurs. Donc eux, c'est des muscles plus fins. Et donc les abaisseurs qui font que je vais descendre, je vais ouvrir ma bouche, je vais descendre ma mandibule. Le starter, c'est-à-dire qui précontracte, de la même manière, le transverse, parfois c'est un starter, parfois c'est le périnée qui est le starter du transverse, parfois c'est le transverse qui est le starter du périnée. Ça dépend les gens. De la même manière, tout le monde n'a pas les mêmes anatomies, je vous l'ai déjà dit. Vous avez des gens, ils ont un petit psoas, d'autres non. Par exemple. Même au niveau plantaire. Je vous en avais parlé aussi au niveau plantaire. Au niveau du triceps sural, vous savez. Et donc, vous avez le digastrique et vous avez aussi le ptérygoïdien, je vais y arriver, latéral, mais le faisceau inférieur. D'accord? Mais, donc, les ptérygoïdiens latéraux, ils sont très importants parce qu'ils vont avoir un rôle de toute façon dans tous les mouvements de la mandibule. Et donc, ils sont responsables des dysfonctions. Ils ont un grand rôle dans les dysfonctions au niveau des TM, ces ptérygoïdiens. Et donc, les supérieurs, les faisceaux supérieurs particulièrement, leur rôle, ça va être de stabiliser le disque. Donc on l'a dit, c'est comme un disque qui doit être centré. Vous voyez, c'est qu'il y a un centrage articulaire dans toute chose. De la même manière, le psoas assure le centrage de la tête fémorale, où les fixateurs de la scapula vont justement fixer les omoplates, les scapulas, pour pas qu'elles se décollent. Et donc, vous avez cette notion de centrage articulaire qui n'est pas un concept nébuleux, mais qui n'est pris en compte pas assez par les posturologues. Je ne crois même pas du tout. Parce qu'ils pensent encore que la clé c'est les pieds, mais la clé c'est pas les pieds, c'est le putain de bassin. Et donc, il va stabiliser ce disque et il va réguler la tension dans cette lame prédiscale, si tu veux. Alors que le faisceau inférieur du ptérygoïdien, lui, va désenclaver le condyle. Il va le désenclaver. D'accord ? Donc la mâchoire, elle peut faire plusieurs mouvements. Bon, il y a le langage, il y a les mimiques, etc. Tout ça, c'est complexe. Je ne vais pas le prendre en compte ici. Mais de manière simple, vous êtes d'accord avec moi qu'une mâchoire, elle peut faire de l'ouverture, de la fermeture, de la propulsion, de la rétropulsion et de la déduction. D'accord ? Et donc, ouvrir, fermer, propulser, rétropulser, c'est des mouvements qui sont synchrones, alors que la déduction, c'est asynchrone. Et même quand vous faites ça, vous mettez une contrainte de malade. D'accord ? En vrai. De la même manière, ouvrir une mâchoire, ça met une pression de malade. D'accord ? Et donc, ce qu'on retrouve le plus, malheureusement, c'est aussi lié au stress, hein, tout ça, c'est le bruxisme. C'est le bruxisme. Vous avez un bruxisme centré, c'est-à-dire que c'est toujours fermé, la mâchoire est toujours serrée, et ça c'est le pire. Vous allez abîmer les mailles, vous allez faire des douleurs au cou potentiellement, de manière cervicale, des céphalées, on l'a dit, pourquoi pas des problèmes d'épaule, etc., ou même dorsale, indirectement. Vous allez même mettre de la tension jusque dans les lombaires, le fait de serrer la mâchoire même la nuit, le dos va pas se reposer, vous voyez ce que je veux dire, les chaînes vont pas se reposer, le corps va pas se reposer, ça donne un stress au cerveau supplémentaire, le fait de garder cette mâchoire serrée. Donc le bruxisme centré, c'est le pire, parce que la mâchoire elle est bloquée en rétropulsion, si tu veux. Et un peu moins pire, mais bon, on va pas dire que c'est ouf, c'est le bruxisme excentré. Et donc c'est vraiment la déduction.
Alors que l'autre, le centré, c'est vraiment une fermeture. Et ça ne bouge pas. Et donc, quand vous allez grincer des dents, c'est excentré. Et donc, c'est synonyme, si tu veux, d'une hyperpression ou d'une usure prématurée du cartilage, par exemple, d'accord, et de l'émail, etc., et d'autres contraintes, on l'a dit, au niveau des vertèbres cervicales, par exemple. Et donc, vous comprenez que la mâchoire, c'est une articulation qui est vraiment très proche du cerveau, déjà, on n'y pense pas assez, qui est très proche du cerveau, et qui, du coup, au niveau nerveux, est vraiment connectée au cerveau. La mâchoire, elle est tellement connectée au cerveau qu'elle est capable de détecter un cheveu de quelques microns, si tu veux. Je te mets un cheveu, la pression du cheveu, tu vas le sentir avec ton cerveau. Tellement la mâchoire est capable de... Ouais, au niveau proprioceptif, elle est très, très, très minutieuse. Et donc, cette mâchoire, elle a une anticipation proprioceptive. C'est que quand la mâchoire se serre, c'est pour protéger normalement les contraintes. Et le souci, c'est que à force de retenir que je dois serrer la mâchoire, parce que j'ai eu une mauvaise posture qui m'a poussé à serrer ma mâchoire, ou un stress trop long qui m'a poussé à serrer ma mâchoire. Vous voyez, par exemple, vous êtes stressé, vous arrêtez de respirer, vos mains ils deviennent moites, vous les serrez, la mâchoire se serre. Vous voyez cet état d'hypervigilance qu'on va retrouver dans la douleur chronique et pas que. Et ben, à force que ça soit long, et ben, ça finit par faire de la contrainte et ça finit par devenir le nouveau schéma moteur. Parce que le cerveau se dit, c'est que je vais encore faire face à ça. Vous voyez, je vous ai fait une longue vidéo sur douleur chronique et fibromyalgie, qui a certainement pas assez de vues pour toutes les informations que je donne dedans, que le stress prolongé est néfaste, et que quand on parle de douleur, on parle de stress, quand on parle de douleur et de stress, on parle de mémoire. Et que la clé, c'est corriger la mémoire. Et quand on parle de mémoire, on parle de neuromotricité, neuroplasticité, plasticité musculaire, etc. Et donc, vous avez cette anticipation de la contraction pour faire face à une contrainte, un stress hypothétique. Et je vous l'ai dit, le cerveau, il fait des hypothèses. Il teste et il teste, il teste, il déroule ses hypothèses dans l'hippocampe, il compare la mémoire autobiographique, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, où je suis dans l'espace, mémoire du déplacement, de la spatialisation. Vu que l'amygdale, il gueule trop, il fait que l'hippocampe, il est stressé, ça passe même plus par le cortex pour que je réfléchisse logiquement et que je réponds, parce que la logique, on l'a dit, elle est trop longue et donc elle est potentiellement dangereuse. D'accord? Donc je ne vais pas vous refaire une vidéo sur l'intégration, sur le fait que plus la charge émotionnelle elle est intense, qu'elle soit négative ou positive, et bien plus elle va impacter la stratégie de survie par le cerveau. On rappelle que le cerveau ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. Et donc plus la charge émotionnelle elle est intense, plus je vais apprendre, en bien ou en mal, entre guillemets. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, le corps il a ses réponses de défense, il pense bien faire. Le souci c'est qu'il n'a pas les facultés il n'a pas les facultés de se dire le danger est passé, ça a été intégré. Donc vous avez des comportements qui s'intègrent de manière durable dans le cerveau, malgré que l'expérience, elle est censée être éphémère. Et donc cet incident éphémère, vu qu'il est trop long, parce que le stress est bénéfique, c'est le stress prolongé qui est néfaste, il finit par se muer en préoccupation durable. Et ça, c'est le stress. Et quand on parle de douleur chronique, on parle de syndrome général d'adaptation et vous avez un vrai effondrement physiologique. Vous avez tous les neurotransmetteurs dans le cerveau qui se cassent la gueule d'un coup. Le magnésium, il est cramé, etc. Je ne vais pas vous refaire un cours sur le cerveau émotionnel et le lien cerveau-émotion, cerveau-muscle-émotion via les neurones miroirs. C'est le même système qui code l'action, qui la réalise. D'accord. Donc, pour vous dire vraiment que la mâchoire est vraiment liée au cerveau et qu'elle anticipe cette contraction. Et donc la mâchoire va continuer à se serrer tant que j'ai intégré le danger. Voilà. Je vous le résume en une seconde. D'accord. Mais c'est important que je développe ça. Donc je vous l'ai dit, vous savez, je fais juste un aparté tant que je suis avec vous. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient, qui me disent ouais, méthode machin, méthode truc, etc. J'en reçois tous les jours des messages comme ça, etc. Et je le prends pas mal, hein. C'est qu'on me demande conseil, etc. Donc ça veut dire que mon avis vous intéresse et intéresse certaines personnes, mais la douleur est beaucoup trop multidimensionnelle et pour qu'une seule méthode y trouve une solution. Donc la méthode, arrêtez avec les méthodes. Gardez votre argent, investissez dans du matériel, des livres,
autogestion. Une méthode, elle est conformisante. Et comme elle est conformisante, elle ne va jamais être assez globale. Vous n'allez jamais avoir une approche assez globale. Et elle n'est jamais assez spécifique. Si ça vous rend dépendant, ça ne vous met pas en autonomie. Si ça ne vous met pas en autonomie, vous n'allez pas pouvoir vous impliquer sachant qu'il n'y a que vous qui savez où vous avez mal. Il n'y a que vous qui pouvez doser la contrainte. Ni trop ni pas assez. Il faut trouver le juste milieu entre protection et exposition au stress pour se réadapter. Vous avez 3 axes, le mécanique, le biologique, c'est-à-dire la génétique. Et je rappelle que j'ai une formation en génétique que j'avais passée sur Internet, donc j'ai des notions de génétique au niveau de l'Université de Paris. Et je vais essayer de faire une formation en épigénétique à la fin de l'année avec l'Institut Pasteur. Et vous avez un axe aussi biopsychosocial. Et donc j'ai une petite notion aussi en psychologie et un peu plus en neurosciences cognitives. J'ai une formation en neurosciences cognitives par quelqu'un qui a un master de l'université de Liège en neurosciences cognitives, d'accord. Donc pour vous dire que vous êtes sur, si on parle de douleur et de pathologie, on parle d'apprentissage émotionnel. Je vous l'ai dit, quand il y a une douleur chronique, c'est une sensibilisation centrale du réflexe de retrait. Je prends un briquet, je mets mon doigt au-dessus du feu, il s'enlève tout seul. Ce réflexe, on l'a plus. Et donc c'est un réflexe de retrait qui est appelé aussi réflexe de paralysie par la peur. Et la peur est intégrée dans l'hippocampe, qui compare tous les souvenirs. Et le cerveau répond ce qu'il pense être vrai. Je rappelle que la mémoire est prédictive. Et le médicament numéro 1, je ferai une vidéo, je pense, sur le sommeil un jour, un petit short de quelques minutes, pour rappeler que le meilleur médicament, c'est le sommeil. Numéro 1, c'est le sommeil. Peu importe le protocole, tant qu'il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas d'apprentissage. Dormir pour apprendre, dormir pour oublier. Et mettre un maximum d'outils qui sont souvent dispensables, c'est-à-dire qu'on peut arriver au même moyen, au même résultat de différentes manières. Ce qui va être la clé, c'est d'avoir une étiologie, c'est-à-dire de quoi on parle, bordel, c'est quoi le schéma moteur compensatoire, quel protocole on met en place de manière autonome, on se relâche, on se renforce, on se réadapte, on mobilise la fibre, on l'active, on l'intègre. Le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Comment j'active un muscle que j'arrive pas à mobiliser? Impossible. Donc, toutes les méthodes qui ne se concentrent pas sur où sont les inhibitions motrices, c'est-à-dire où sont mes muscles qui sont déconnectés de moi, où sont les muscles inhibés, mais inhibés comment? Hypertoniques, hypotoniques, ils marchent trop ou ils marchent pas assez, hypertendu ou affaibli, comment je fais pas. Voilà, c'est tout. La méthode ne va jamais soigner personne. Mettez-vous bien ça dans la putain de tête. Il faut entre 2 et 3 minutes par jour d'un mouvement spécifique avec une sensation de mouvement. Et jusqu'à présent, on ne trouve pas mieux en termes de sensation du mouvement que les contractions isométriques, qui nous datent de 1940, inventées par le docteur Kaba. C'est de l'arthrokinétique, c'est de la kinésithérapie, c'est de la réadaptation pure et dure. Donc moi, je fais de la réadaptation principalement en réalité. Et les contractions flash, par exemple. Mais tout en ayant cette notion de gestion de pression, de répartition de charges, pour éviter les charges de compression, je vous l'ai dit, au niveau des tendons, etc. Et répartir les pressions de manière le plus homogène possible, tout en essayant de faire en sorte que la personne ne marche plus avec ses compensations. Si vous faites travailler les gens sans avoir identifié les étiologies, on rappelle qu'il y a 4 causes possibles en étiologie d'origine fonctionnelle, c'est-à-dire quand c'est pas structurel ou organique et que ça ne se voit pas à l'œil nu, déséquilibre musculaire, déséquilibre postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale, d'accord? Et 3 types de douleurs, mécaniques, inflammatoires, nociplastique. Je vous ai fait des vidéos dessus, donc allez regarder. Et tant que vous n'avez pas ces notions de éliminer, pas se disperser, drapeau rouge, drapeau jaune, on élimine, c'est ça, c'est pas ça, qu'est-ce qu'on a, mais qui a fait quoi, et adapter un protocole à votre condition, vous n'allez pas avoir de résultat. Donc je tenais à faire un petit aparté sur la méthode parce que moi je reste profondément contre la méthode, vous savez, comme Paul Feyerabend. J'essaierai de vous écrire son nom. D'accord, c'était sûrement un grand penseur que Didier Raoult cite beaucoup d'ailleurs. Et il a raison. C'est-à-dire que la méthode, elle va t'empêcher elle va te limiter, elle va te conformiser, donc tu vas pas pouvoir aller au-delà. Donc bien sûr, il faut une méthode scientifique, il faut du evidence-based practice, mais il faut aussi, on le dira jamais assez, et moi je le dis tout le temps, du experience-based medicine, et on n'a pas mieux en termes d'expérience de médecine que les médecines chinoises, les médecines indiennes Ayurveda, les médecines des Égyptiens, les médecines d'Amazonie, avec l'ayahuasca, le kambo, la psilocybine, la mescaline, le tabac, les venins des abeilles, des scorpions, des serpents, tout ça, il y a plein de plantes dont on ne connaît pas et des remèdes qui ont été oubliés avec le temps, comme les cataplasmes, on a perdu beaucoup au niveau des cataplasmes, des bains froids, etc., j'en passe. Mais voyez. Donc, pour vous montrer, vous voyez que vous êtes devant un business, hein, quand même. Mais prenez conscience de ça, que vous êtes devant un business.
les manipulations ostéopathiques, quand on parle d'un traumatisme direct, suite à un traumatisme direct, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, voilà, si un traumatisme direct, hop, tout de suite, il y a une séance d'ostéo, on va agir sur les ganglions spinaux, on va créer des endorphines, etc. Recentrer l'articulation, pourquoi pas? Parce qu'une articulation ne se déplace pas vraiment. Elle peut avoir un défaut de glissement, mais moi je pars du principe qu'il vaut mieux relâcher la musculature avant de craquer, avant de faire un thrust. Même si je craque personne, j'ai pas le droit, c'est pas mon métier. Et de toute façon, on peut arriver au même résultat sans craquement. C'est pas parce que l'articulation craque que la manipulation a été réussie. Mettez-le-vous bien dans la tête. Et ben, t'as beaucoup d'ostéos qui viennent comme ça faire des manipulations au niveau temporomandibulaire en faisant ce thrust, ce claquement, et ils pensent que ça replace le disque. Je vous l'ai dit, vous avez le disque au niveau de la mâchoire qui a besoin d'être centré. Donc si c'est suite à un traumatisme direct, ça peut marcher, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et c'est valable pour tout en réalité. Parce que vous voyez, j'ai pas eu le temps de sensibiliser, mon cerveau a pas eu le temps de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire de temps en fait. C'est que vous voyez que la biochimie du cerveau elle change au bout de 3 mois. Et que la douleur elle réécrit les partitions, mais pas comme il faut, mais elle les réécrit en termes d'apprentissage. Donc c'est un accélérateur d'apprentissage néfaste, mais apprentissage quand même la douleur. Et le problème c'est qu'on n'a pas ce truc inverse en mode ah je le fais, ça me fait vraiment du bien donc j'apprends mieux. Parce que le cerveau n'apprend que si c'est positif émotionnellement, je vous ai dit. L'hippocampe ne s'allume que si c'est positif émotionnellement. Donc on peut faire des ponts par l'expérience que s'il y a une charge émotionnelle positive. Et on est sur une médecine qui ne prend pas en compte cette émotion positive. D'accord? Il n'y a aucune émotion, voilà, comme ça c'est fait. Je pense que vous voyez, blablabla, mettre des mots sur des mots, moi je suis pas dans ces conneries, ça m'a saoulé un peu. Au bout d'un moment, tu te sens bien, tu vas bien. Et donc moi je suis pour plus vraiment ce qui casse les systèmes nerveux, je suis plus pour la musique, les vieilles thérapies qui ont fait leurs preuves, 4000 ans d'ayahuasca, le kratom, même famille de l'ayahuasca sans effet secondaire, interdit depuis pas longtemps, d'accord, bravo, pas d'accrochage à la coédéine. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur les meilleures plantes antidouleurs et les médecines oubliées, je pense que ça va vous intéresser, n'hésitez pas à commenter si c'est le cas, si vous voulez que je parle d'un truc précis d'ailleurs. Et donc je vous disais, ils ont fait des expériences avec au niveau IRM, ils ont fait suite à cette soi-disant recaptation au niveau discal, suite à cette manœuvre de claquement de la mandibule pour replacer le disque. Et ils ont vu que malgré ce claquement audible qu'on entend, le disque il va se replacer dans 18% des cas. Et on ne sait même pas combien de temps ça tient, si ça tient. Parce que je vous l'ai dit, imagine que l'articulation elle est restée, le terme c'est pas bloqué, j'aime pas trop, mais contrainte. Voilà. Parce que les muscles quand ils s'inhibent, ils spasment, si tu veux, ils spasment, ou même il y a des points trigger, hein. C'est pareil, hein, c'est pas vraiment un spasme ni une tendinite, mais vous allez avoir cette compression au niveau de la facette articulaire. Le muscle il s'épaissit, hop, il comprime l'os derrière, et là ça bouge pas. Et bien à force, vous allez avoir des distensions ligamentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la longue, et tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as beau craquer, il y a une distension. Donc, le meilleur exercice, c'est le renforcement. D'accord? Donc, cette recaptation soi-disant possible de manière au niveau du disque articulaire qui est biconcave de la mâchoire est illusoire. C'est pas possible. Ça sert à rien. Et en plus, ça ne sera pas synonyme de non-douleur, même si tu entends claquement. C'est ça que je veux dire. Le vrai travail, comme toujours, écoutez bien, c'est les putains de muscles. Je vous rappelle que les muscles et les fascias constituent les interfaces mécaniques des structures nerveuses. Muscle plus fascia, un seul système, fonction musculaire. Qui dit fonction musculaire dit hormone. Hormone dit quoi? Sérotonine, tonus vasculaire, c'est-à-dire, ok, fait tous les souvenirs. La sérotonine tape dans le crème au niveau génétique, fait tous les souvenirs dans le cerveau, c'est REB. Dopamine, motivation, plaisir circuit récompense. Contrôle moteur fin, planification dans le futur, évitement actif de la punition. Et je vous rappelle que la mémoire, elle est prédictive. Et que le mouvement, c'est intention, planification, exécution. Si je ne peux pas le planifier, je ne peux pas l'exécuter correctement. Donc vous êtes sur cette histoire de cinéma mental, si vous voulez ce que je veux dire. Il faut pouvoir visualiser le mouvement, se rappeler comment il est. Et donc avoir cette sensation du mouvement. Parce qu'on est des êtres beaucoup plus sensoriels que psychologiques. Et donc voilà, il va falloir travailler ce muscle et cet ACH, cette acétylcholine, donc le neurotransmetteur de la contraction musculaire, je vous l'ai dit, c'est le même que l'apprentissage et la mémoire. Et là, c'est mon chat qui dort. Et elle ronfle un peu. Donc, vous pouvez, je crois que je vous l'ai écrit plus loin, en tout cas, le disque où il peut se replacer, il peut se refaire, d'accord, dans une certaine mesure, où il peut créer une nouvelle zone d'amortissement discal, même si c'est pas fait pour. Et donc, c'est une sorte de néodisque, si tu veux. D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hautement adaptatif, c'est ce que vous devez retenir. Donc, la langue, elle a une posture linguale, et cette posture de langue va directement impacter aussi cette mâchoire. Donc, normalement, la langue, quand on est enfant, vous voyez, on a une posture primaire, donc elle est dans le fond, elle touche pas le palais. Et vu qu'on change les aliments, on essaye de parler, la langue va se déplacer, se coller contre les incisives, si tu veux, au palais, etc., pour faire la phonation, pour parler. Donc je vous ai fait une petite vidéo, un petit podcast sur les phases critiques du neurodéveloppement. Peut-être je parlais du langage, mais en tout cas, je vous le dis pour l'anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. Vous avez le gène FOXP2 qui va être le gène du langage, qu'on va retrouver chez les oiseaux, chez les singes. Ce qui est incroyable, ce qui nous prend une fois de plus qu'il n'y a pas la nature et l'homme. Il n'y a pas les animaux et l'homme. Ça a été trop fait. Il n'y a pas les animaux et l'homme. Non, l'homme est un mammifère. Un mammifère hybride microbe. Mammifère et microbe. On est des hybrides. Et donc on est de la nature, et donc les animaux ont on a un matériel génétique avec les animaux certains. Donc il faut arrêter de se penser comme l'espèce la plus évoluée. On est évolué, mais on a l'impression que cette intelligence nous dessert, et on est conditionné dans des sociétés qui nous empêchent de faire confiance à notre instinct. Et notre instinct de survie, c'est notre meilleur ami. S'il fait quelque chose, il pense bien faire. Et donc il faut l'aider à parler son langage. Et son langage, c'est pas la chimie de synthèse de merde, c'est ce qui est réel pour lui. Et ce qui est réel pour lui, c'est l'environnement, ce que je sens, ce que je ressens, et comment j'hypothétise une stratégie. Pourquoi je fais ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez toujours multidimensionnel dans tous les sens du terme. Donc cette posture de langue, au départ, on l'a dit, elle est primaire, puis elle devient secondaire. Et donc la langue, elle est à corriger. Donc si vous n'arrivez pas à respirer uniquement par le nez en collant la langue au palais, c'est que la langue, à mon avis, elle a un souci. Donc, vous devez réussir à faire 20 cycles. C'est-à-dire que la ventilation orale, normalement, ne doit pas être... c'est pas le but, quoi. Si vous vous réveillez le matin et que vous avez la bouche sèche, il y a des chances que vous avez une ventilation qui est trop orale et pas assez nasale. Donc, il faut développer cette ventilation nasale quand vous avez des soucis de mâchoire. C'est prioritaire. Donc voilà. Je réfléchis. Ah, c'est bon, je vous l'ai écrit. Donc souvent, quand vous avez un souci de mâchoire, vous avez aussi la tête qui est trop en avant, parce que justement, c'est comme c'est pour aller chercher l'air, en fait. C'est pour aller chercher l'air au niveau de la trachée. D'accord? Et donc, il va falloir vérifier cette posture cervico-céphalique, et pourquoi pas travailler les épaules aussi. Travaillez les épaules avec la mâchoire, toute la ceinture. Et si vous travaillez l'épaule, je vous l'ai dit, vous travaillez la hanche. Vous avez des articulations, des interrelations articulaires, hanche-épaule, épaule-cou. Et cou-mâchoire. Voilà. D'accord. Et donc tout ceci est interdépendant. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, des trigger points qui peuvent irradier au niveau des dents, du nez, des yeux, etc., du crâne, etc. Donc quand vous entendez un claquement, c'est que le condyle il passe en force. Quand vous entendez un crépitement, c'est plus une érosion. Ouais. Clic, clic, clic. Quand vous avez un craquement net, c'est vraiment un raclement os sur os. Et là, vous arrivez sur de l'arthrose. Hein. En tout cas, vous la développez, quoi. Et donc, il va falloir traiter, comme toutes les pathologies, en fait, auxquelles on a affaire en algie, qui sont, somme toute, musculaires, en fait. Hein. La peau, les muscles et les articulations. Dans cet ordre-là. D'accord. Donc, vous voyez que de toute façon tout résonne. C'est-à-dire que la peau, c'est le capteur goniométrique des articulations. La peau, elle permet le glissement des plans sous-jacents. La peau, elle focalise en superficie tout ce qui se passe en profondeur. La peau module le message de douleur et la contraction musculaire qui est inconsciente. Et donc, vous avez vraiment des capteurs partout. C'est ça que je veux dire. Vous avez des capteurs au niveau des articulations, des mécanorécepteurs qui vont parler avec la peau. Tout ça, ça va se parler ensemble. Et la peau a une motilité, elle doit bouger. Si elle ne bouge pas, le muscle dessous il ne bouge pas, l'articulation elle est contrainte et c'est fini. Donc il faut vraiment avoir cette notion métamérique, ça s'appelle. Cette notion vraiment transversale au niveau des structures. En vrai, il n'y a pas de barrière entre les structures, elles communiquent toutes. C'est ça qu'il faut dire. D'accord? Et que le meilleur moyen de soutenir une articulation, c'est de renforcer la musculature autour. De la mettre le moins en contrainte possible et que tout puisse coulisser, être centré, si tu veux, un maximum. Répartir les charges de manière le plus homogène possible. Pour qu'il n'y ait pas une surcharge quelque part, une contrainte quelque part.
Je vous rappelle qu'on est sur un modèle de tenségrité biologique, mais aussi un modèle biopsychosocial et aussi un modèle de potentialisation à long terme. C'est-à-dire un modèle de plasticité musculaire plus un modèle de plasticité cérébrale. D'accord? Et donc, ça vous servira. Évitez de manger du chewing-gum. Le fait de mastiquer de manière unilatérale, c'est pas bon parce que vous mettez trop de contraintes au niveau articulaire. Donc, d'accord? Donc, attention à la mastication unilatérale. Mangez des deux côtés, d'accord? Et attention aussi aux oreillers cervicaux qui sont vendus comme tels et qui en fait vont être très mauvais pour beaucoup d'entre eux, pour la mâchoire et le goût. Donc je sais que, franchement, je sais, hein, je vous comprends, les oreillers c'est comme les matelas, c'est la merde pour trouver le bon. Donc faut essayer, etc. Heureusement qu'il y a des nuits d'essai, etc. Je sais que moi, mon lit par exemple, c'est un Emma matelas. Parce que c'est important d'avoir cette indépendance de couchage, que ton matelas ne s'enfonce pas quand il y a quelqu'un, qu'il soit ferme en soutien, même si l'accueil peut être plus ou moins mêleux, mais le soutien doit être ferme. Et voilà quoi. Donc la literie c'est très 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 important et l'oreiller aussi. D'accord. Donc je sais que Emma font aussi des oreillers modulables, etc. Mais en fait, il faut les essayer, il faut prendre celui-là qui vous va. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout ça c'est du business en fait. Vous voyez, je veux dire, je vends tel ou tel oreiller ou matelas plutôt qu'un autre. Je pense que c'est vraiment. Moi je sais que Emma ça me va, peut-être que ça va pas d'autres personnes, mais je vais pas faire la pub pour qui que ce soit en fait. Hein. Prenez ce qui vous va, vous essayez, vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, je sais que, et c'est valable pour tout en vrai, je pense, la chirurgie, quand on parle de douleur de la mâchoire, la chirurgie seule ne sera jamais suffisante pour résoudre une pathologie de l'appareil manducateur, parce qu'elle ne va pas prendre en compte la fonction. La fonction, vous allez pouvoir la récupérer que par la répétition de mouvements quotidiens. Je vous rappelle qu'il faut 1 mois et demi, 2 mois pour avoir cet ancrage cortical. Une fois que j'ai branché ma moteur, 3 mois seulement pour que ça soit visible à l'œil nu. Donc il va falloir du temps et de l'autonomie. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas vous rendre service de vous rendre dépendant du méthode. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et on voit bien qu'il y a des business plans avec des stages débutants, médiums, avancés, etc. Il faut payer des licences. C'est du foutage de gueule. Moi, je suis contre la méthode. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faut qu'on parle clair. Faut suggérer des putains de tableaux cliniques. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'intelligence, c'est pas qu'est-ce qu'on fait quand on sait, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas. Et donc pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas, il faut avoir un maximum de connaissances et savoir comment le corps compense. Et donc le cerveau contrôle cette longueur tension autour de l'articulation de manière permanente. Donc quand on parle de douleur ou de pathologie, peu importe, on parle de cerveau. Et le cerveau prend les informations de tout ce qui est mou. Donc on parle d'intestin et de glandes endocrines. Sachant que le cerveau, c'est lui-même considéré comme une glande endocrine. Et donc on parle d'hormones. Et si on parle d'hormones, on parle d'influx nerveux. Et donc de potentiel d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Potentiel d'action, c'est l'élément de base de l'influx nerveux. Après, on peut parler évidemment de biologie cellulaire. On ne peut pas aller plus loin que la cellule. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut casser ces visuels. Il faut casser de je vois ce que tu as, c'est ce que je vois. Non. Ce que tu as, c'est ce que tu sens. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et donc, parfois, il n'y a pas le choix. C'est même essentiel. Parfois, quand il y a vraiment un trouble occlusal, de faire de la chirurgie au niveau de la structure, d'arranger la structure pour permettre mieux la fonction. Bon, il faut peser le bénéfice-risque, le pour et le contre évidemment. Donc parfois, il n'y a pas le choix. Mais dans tous les cas, il faudra faire des exercices de rééducation. C'est ça que je veux vous dire. Il faudra mettre une routine de soins pour prévenir les récidives, etc. et pérenniser vos résultats. Sachant qu'il y a souvent une étiologie posturale, je vous l'ai dit, avec la mâchoire, avec cette tête qui part en avant, cette mâchoire qui est bloquée en arrière, en rétropulsion, etc. D'accord. Même, n'hésitez pas à aller regarder du côté de l'audition, de la vision, c'est-à-dire voilà, des ophtalmos, etc., pour voir si vos lunettes sont bien. Si vous êtes musicien ou vous faites un sport particulier qui peut, vous voyez, mettre une épaule comme ça et agir sur cette mâchoire, que votre ordinateur soit bien à la hauteur de vos yeux, par exemple, pensez à tout. Donc, la ventilation orale, je vous l'ai dit, c'est pas bon. Il faut que la nasale soit optimale, que vous soyez capable de le faire 24 heures sur 24, même pendant l'effort. Cette ventilation que par le nez, le fait de respirer que par le nez, langue au palais. Il va falloir relâcher les muscles pour enlever petit à petit cette surcharge et remettre de la mobilité. Donc, je vous montrerai des exercices de massage, de mobilité, de renforcement, etc. Truc simple, il faut que ça soit simple. Donc, comme la vidéo que je vous ai faite sur le genou, les femmes sont plus concernées par les pathologies de mâchoire parce que vous avez des facteurs hormonaux qu'on n'a pas, notamment avec tout ce qui est hypermobilité.
Et c'est important de différencier ce qui est luxation vraie, c'est-à-dire la bouche ouverte, là elle est luxée, elle est bloquée en ouverture, que une désunion condylo-discale en fait, où vraiment c'est vraiment que le disque quoi, qui s'est barré, et de toute façon que le but c'est pas de le remettre en place, je vous l'ai dit, quand c'est trop long vous allez pas vraiment réussir à le recapter, c'est quasiment impossible. Par contre vous allez pouvoir créer une nouvelle zone d'amortissement, je vous l'ai dit, parce que je vous l'ai dit, quand c'est chronique il y a une distension au niveau de la lame, d'accord. Donc soit je vous l'ai dit, soit le disque il se replace, soit il crée une nouvelle zone d'amortissement en faisant un néodisque. Donc je vous l'ai dit, si c'est un traumatisme direct, vous allez peut-être pouvoir le replacer plus facilement que le fait d'attendre, ça va être plus compliqué, voire impossible. C'est illusoire, quoi. Voilà. Donc, comme toutes les pathologies, de toute façon, une pathologie au niveau DTM, c'est polyfactoriel, donc il faut avoir une approche polymodale. Il va falloir gérer l'excès de contraintes. Comme l'épaule, je vous l'ai dit, elle est hyper adaptative, elle n'aime pas l'hyperpression et la surcharge. Et donc vous êtes sur un modèle de tenségrité biologique. Les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. Et comme je le dis, le modèle de la tenségrité biologique est un modèle auto-contraint. On ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Donc faut-il savoir connaître comment fonctionne. Donc moi quand j'ai quelqu'un, il me dit je ressens ça, j'ai ça, j'ai ça, mais je vois jamais d'indicateur, je vois jamais ce que je cherche en fait à avoir. Je vois des gens arriver avec des gros documents médicaux comme ça, mais je vois que des listes de courses. J'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici, lombalgie, machin. Elles sont où les causes? Je vois jamais les causes, je suis désolé. Moi j'aimerais bien voir syphose dorsale majorée, hyperlordose lombaire, manque de gestion de pression intra-abdominale, rectitude cervicale, inhibition motrice ici, amnésie des fessiers, rétrolisthésis, perte d'extension de hanche, perte d'extension thoracique, décollement des scapulas, retard de contraction du transverse. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est des termes que je vois jamais en fait écrits sur les examens cliniques. C'est ça que je comprends pas. C'est que j'ai aucune idée comment les gens fonctionnent. Il y a 5 formes de pubalgie. J'aimerais bien savoir s'il y en a quelques-unes. Elles sont où? On dit ouais, le psoas il fait mal, etc. Bah, c'est que c'est une pubalgie. Mais il fait mal pourquoi? Peut-être parce qu'il n'arrive pas à se coactiver avec le fessier. Peut-être parce que le diaphragme il est trop haut, il est stressé, donc il stresse le psoas. Peut-être parce que l'intestin il est irrité, il irrite le psoas, ou vice versa. Donc vous êtes face à des trucs de toute façon qui sont multipathologiques d'entrée. Et donc si on ne se prend même pas la peine d'éliminer les facteurs de risque et d'autonomiser les personnes pour leur réapprendre ce qu'elles savent plus faire, parce que moi je pars du principe que quand il y a une douleur, c'est pas que le cerveau ne peut plus, c'est qu'il a oublié, parce qu'aucun schéma moteur n'est figé dans le temps. La clé, c'est la répétition. Et donc, tant que je n'autonomise pas les personnes et que je ne les fais pas répéter, suivant des étapes précises, une rééducation spécifique, avec des exercices adaptés à leurs conditions, qui peuvent réadapter eux-mêmes pour gérer cette charge, vous comprenez qu'il va falloir doser la charge, c'est-à-dire la contrainte. L'articulation, elle doit porter. Le tendon, il doit porter. Les muscles, ils doivent se contracter. Je vous ai dit, le relâchement d'un muscle dépend directement de la qualité de la contraction. Et donc, comment je peux contracter un muscle que je ne perçois plus correctement avec mon cerveau, sachant qu'il y a une dissociation cognitive quand il y a une douleur chronique. Le cerveau, il a déconnecté. Ça ne fait plus partie de moi. C'est ça la sensibilisation centrale. Ça ne fait plus partie de moi. Ok, donc j'imagine que c'est clair. Donc je vais vous montrer des exercices bêtes que vous pouvez faire à votre maison. Donc pensez à vous masser, à masser vos tempes, tout simplement de manière par exemple circulaire. Donc si vous cherchez vos temporaux, par exemple, vous pouvez serrer la mâchoire. Là, ils sont ici, vous relâchez, et là vous massez. Vous faites des petits cercles, hop, hop, hop. N'hésitez pas à faire des petits massages en croix, tac, 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 tac. Les temporaux, voilà. N'hésitez pas à masser même votre crâne. N'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai faite cou-épaule, elle sera vraiment complémentaire avec celle-ci. N'hésitez pas à masser, vous voyez ce que je veux dire, vers le bas comme ça, vos muscles de la mâchoire. Même vraiment tout le tour, hein. Baladez-vous hein, et vous descendez. Et vous n'hésitez pas à mettre de la force. Et là, vous massez un peu la mâchoire. Et vous tirez vers le bas. Ok? Donc c'est des trucs cons, mais au moins vous pouvez le faire tout seul. Et pour vraiment
aller chercher les muscles, pincez-les, vous les pincez, et quand vous les avez, vous tirez vers le bas. Vous tirez vers le bas. Vous les avez là, vous avez, hop, et vous tirez vers le bas. Vous tirez vers le bas et vous tirez en avant. Vous tirez en avant, vous tirez en arrière. Vous tirez en arrière, vous tirez en avant, vous tirez vers le bas. Vous essayez vraiment de créer de l'espace et d'espacer tout ça. Ça risque d'être très douloureux ici. Hein. Ok. Une fois que vous avez un peu assoupli, n'hésitez pas à faire vos points trigger. Par exemple, vous avez ici un point sensible, tac, et vous appuyez. Tac, et vous appuyez. Et vous restez entre 60 secondes et 90 secondes. Ou alors vous faites du rythme, je vous l'ai dit. 3-5 secondes et vous relâchez. 3, 1, 2, 3 et vous relâchez. Et vous rappuyez un peu plus fort. 1, 2, 3 et vous rappuyez. Et vous rappuyez. D'accord. Bossez toujours les deux côtés. Comme ça, baladez-vous, cherchez les points trigger. Au niveau du digastrique ici, vous mettez un pouce ici. Et là, vous essayez comme ça, si vous voulez, de tirer la peau. D'accord ? En mobilité, tout simplement, vous ouvrez la bouche doucement et vous la ramenez doucement. Vous l'ouvrez, vous restez 5 secondes et vous fermez, tout simplement. Votre déduction, trentaine de mouvements par exemple. Donc par exemple, 30 mouvements, tu vois ce que je veux dire ? 30 mouvements pareil. D'accord ? Propulser la mâchoire, trentaine de mouvements par exemple. Vous voyez, je la propulse en avant. D'accord ? Truc tout con. Et je vous l'ai dit, le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Donc vous allez contracter votre mâchoire. Donc un exercice bête pour vos éleveurs, c'est le fait de serrer la mâchoire. Donc ça c'est bien, c'est que vous pouvez le faire même au travail. Vous êtes là, vous serrez la mâchoire 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et vous relâchez. Ça vous faites 5 secondes 10 fois. Vous pouvez le faire en assis, au travail, au boulot, en marchant. Et vous relâchez. Hop, je serre, je tiens 5 secondes et je relâche. 5 secondes 10 fois. Il faut des trucs simples. La clé, c'est la répétition, je vous l'ai dit. Et vos abaisseurs. Vous mettez votre langue contre votre palais. Vous mettez votre main au niveau du menton. Et vous résistez. Et vous faites 5 secondes. Et vous relâchez. Donc là, le menton résiste. Hein. Vous cherchez à ouvrir votre bouche. Et la main, elle résiste. Et vous relâchez. Donc cherchez pas forcément à mettre une pression dingue. Cherchez à cette sensation du mouvement. C'est ça les contractés relâchés. D'accord ? Petit exercice de respiration, comme je vous l'ai dit, vous mettez votre langue contre votre palais. Vous cherchez à faire entre 3 et 5 respirations par jour. Ouais, faites une petite routine, vous voyez ce que je veux dire ? Que par le nez. Ou 2-3 minutes. D'accord ? Comme vous le sentez. Soyez progressif. Il ne faut pas que vous ayez la tête qui tourne non plus, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Donc commencez petit, 3-5 respirations. Si vous le sentez, une petite 30 secondes, 1 minute, etc. 2 minutes, 3 minutes maximum, ça devrait suffire pour permettre cet ancrage cortical. Et je vais vous montrer un dernier exercice parce que les yeux vont avoir un grand rôle là-dedans, même au niveau des muscles du cou. Parce que vous avez souvent, quand il y a la mâchoire qui déconne, on perd en degré de rotation. D'accord ? Donc vous mettez votre doigt. Vous voyez ce que je veux dire ? Je tourne ma tête, je regarde mon doigt. Je continue à regarder mon doigt, je tourne ma tête et j'essaye de continuer à regarder mon doigt ici. Vous savez ce que je veux dire ? Une fois que j'arrive ici, je regarde mon doigt là et j'essaye d'aller un peu plus vers là. Et je fais la même chose. Je regarde mon doigt, j'essaye de le regarder là, je tourne la tête en même temps. Je sais que c'est ridicule, mais c'est pas grave. Et là, je change. Là, je regarde mon doigt là et j'essaye d'aller un peu plus loin. De regarder là. Pour travailler vraiment vos muscles oculomoteurs. Ça va être bon pour votre cou, pour gagner quelques degrés en rotation. Là, je le fais assis, mais vous pouvez le faire au sol. Vous mettez au sol et vous mettez votre doigt comme ça quand vous tournez la tête. D'accord ? Allongé. Ok ? Donc, c'est une vidéo qui est relativement complète. Donc, n'hésitez pas à me liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Là, il y a 986 abonnés. Ce serait bien qu'on en ait au moins 1000, ça me ferait plaisir. Donc, la prochaine vidéo, je sais pas, où je vous fais un peu de théorie sur quelques plantes. Je sais pas, dites-moi en commentaire.
où je vous fais, je vais toutes les faire, hein, mais peut-être, je sais pas encore vraiment dans quelle ordre je vais faire, où je vais vous faire une petite vidéo d'exercices de mobilité articulaire douce, des exercices doux de mobilité articulaire, où vous pouvez pêcher dedans ce que vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage et bons exercices. Et n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie si vous voulez un plan de traitement sur mesure dans lequel où je prends, dans lequel où c'est vous l'acteur et c'est vous qui faites le travail. Moi, je vous explique juste qu'est-ce qui semble le plus judicieux. Et je vous rappelle que je prends qu'une personne par jour. Qui fait ça? Personne. Moi, une séance, c'est 5 heures que je mets sur 2 jours. Sachant que je prends le temps. C'est le temps qu'il faut. Je m'en fous du temps. C'est le temps qu'il faut. Payer, c'est pas un problème. C'est payer pour rien, le résultat. Tu vois la différence avec les autres thérapeutes que vous allez avoir, c'est que moi, je me suis passé sur une chaise pendant 6 ans. J'ai vu quelque chose comme 8 cabinets de kiné. Des ostéos, j'en ai vu quelque chose comme 53. Des chiropracteurs, j'en ai vu 3 ou 4. Des chirurgiens orthopédiques, j'en ai vu 2. Des médecines physiques et réadaptation, j'en ai vu 1. Neurologue, j'en ai vu 1. Je t'ai dit, chirurgien, j'en ai vu 2. J'ai même été à l'étranger pour mon cas à moi. Le résultat, ça a été 0. Surtout, ils ne sont pas capables d'être assez précis parce qu'ils sont trop précis et pas assez globaux. Et ils voient que par leur prisme. Mais moi, je ne vois pas par mon prisme. Je vois par qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Qu'est-ce que ton corps il a à me dire. Parce que si le corps a mal, c'est qu'il cherche à dire à ton cerveau « Hey, viens voir, ce que tu fais ne me plaît pas. Viens voir, j'ai besoin de toi. » Et donc l'émotion, c'est un moyen inconscient que le corps il a de parler à notre esprit. Comment on ferait sinon pour savoir s'il y a un problème? Donc la douleur, c'est pas l'ennemi. Le but, c'est de ne pas plus avoir mal. Le but, c'est de bouger mieux. Plus on bouge correctement, moins on a mal. La douleur, c'est pas un problème de douleur, c'est un problème de mouvement. C'est que d'une part, le cerveau n'arrive plus à freiner les signaux qui montent le long de la colonne vertébrale. Il a perdu son influence inhibitrice, c'est ça que ça veut dire. Mais parce qu'il ne sait plus faire autrement. Il a oublié. Donc, il faut lui redonner confiance. Et il n'y a que le mouvement juste, corrigé, autocontrôlé, avec ces notions essentielles de contrôle postural, de savoir me placer dans l'espace aligné, sinon je vais m'allumer. Je peux faire la méthode que je veux tant que j'ai pas mon contrôle postural, je vais faire n'importe quoi, je vais jamais réintégrer. Mon cerveau, il sait même plus où il est dans l'espace en fait. Il y a des membres qui ne sont plus perçus correctement par le cortex. Donc je vais pas y arriver si j'ai pas de notion en neurosciences, un minimum, en neuromotricité, un minimum, je vais pas y arriver. Parce que le cerveau doit faire des ponts par l'expérience. Le muscle, il se connecte grâce au cerveau, vous comprenez? Et donc, ce lien, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, tant que je vais faire une méthode passive, une méthode qui n'est pas sur mesure, que je ne peux pas adapter à mon propre cas, à moi, je vais faire n'importe quoi. Ce qu'il faut trouver, c'est les bons exercices. Et il faut que vous soyez surtout, parce que c'est fatigant, parce que les gens ne comprennent pas que 80% de la résolution d'un problème, que ce soit pathologique ou pas, d'une manière générale, c'est sa propre implication. Donc tant que les gens ne s'impliquent pas dans leur propre guérison et ne deviennent pas concrètement acteurs, ils ne vont pas y arriver. Moi, je marchais 15 minutes par jour il y a quelques années. J'arrivais pas à marcher 15 minutes d'un filet. Et je ne me suis pas contenté d'attendre, etc. derrière les thérapeutes. Sinon, je me serais suicidé, d'accord? Tant que c'est pas eux, ça va en général. Prendre de l'argent, ils savent faire. Ils savent faire ça, il n'y a pas de problème. 80 € une demi-heure, clac, 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 clac. Ton cerveau, il n'intègre pas. Il n'intègre pas. Il n'y a qu'une routine quotidienne en prenant en compte tous les facteurs, le sommeil, moduler le message de douleur pour que mon cerveau n'associe pas mouvement et douleur à l'infini. D'accord? Avoir le cadre le plus sain. Un protocole qui n'est pas standard, mais au contraire, c'est toi qui adaptes le protocole à ton cas. Il n'y a que ça de vrai. Et ce protocole doit être défini suivant une étiologie le plus précis possible. Et l'étiologie, elle n'est pas faite. Lombalgie, c'est pas une cause. J'ai mal au dos. Et quoi? C'est quoi? C'est un déséquilibre musculaire, ou alors c'est un déséquilibre postural, ou c'est une raideur articulaire, ou c'est une hyposensibilité locale. Et c'est souvent et ou. De la même manière, je vous l'ai dit, vous avez 3 types de douleurs, mécaniques, nociplastiques, inflammatoires, et c'est toujours et ou. Et souvent, elles sont ensemble à certains pourcentages. On est toujours sur il faut être multidimensionnel. Et une méthode seule ne trouvera jamais la solution à un problème aussi
difficile qu'une pathologie qui est polyfactorielle d'entrée. On est sur un problème de sensation, de mémoire et de tension, sur un problème vasculaire, nerveux et hormonal en même temps. Donc si vous ne dormez pas pour consolider cette mémoire de l'expérience que vous avez fait la journée, par rapport à ce mouvement, il n'y a que le sommeil qui fait que je répète le mouvement que j'ai fait la journée, eh ben, je ne vais pas apprendre. Et donc, vous devez avoir des priorités. La priorité, c'est dormir, c'est gérer mon stress, gérer mon sommeil, je vous l'ai dit, faire des exercices quotidiens et vous faire et bien manger, évidemment, et vous faire plaisir. C'est qu'il faut que vous soyez dans un cadre no stress, un cadre sain, où vous vous sentez valorisé. Donc, priorisez-vous, ayez de l'estime de vous. Il n'y a pas de thérapeute sauveur. C'est-à-dire que moi, je sauve personne. C'est les gens qui se sauvent eux-mêmes. Moi, je peux que leur montrer la voie. Et la voie, c'est être acteur de sa guérison. Sinon, tu vas avoir, comme d'habitude, le standard. Vous avez quoi? T'as ça, on donne ça. T'as ça, on donne ça. T'as ça, on donne ça. Si la solution se trouvait dans une boîte carrée en carton et que les revenus, ils vont aux industriels et aux lobbies pharmaceutiques et compagnie qui touchent des milliards et des milliards et des milliards et des milliards pour des Doliprane à la con et des anti-inflammatoires de synthèse qui vont empêcher la synthétisation musculaire et qui vont détruire le cartilage, allons-y, allons-y, allons-y. Il n'y a rien que la nature ne fait pas mieux sans effet secondaire. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas mieux en termes de molécules, venin, plante, qu'un médicament de synthèse fera. Elle fait mieux sans effet secondaire. Ou avec des effets secondaires beaucoup plus gérables. Parce que dans les plantes, comme je vous l'ai dit, ou les venins, c'est jamais une molécule, c'est des effets d'entourage. Vous êtes sur une synergie d'entrée. Et la nature, elle est parfaite, elle a tout fait parfaitement. On est de la nature, on est une biotechnologie à nous. La biotechnologie, elle est déjà là. Elle est déjà là. Il n'y a qu'à la prendre. Elle n'est pas dans une usine, elle est dans la jungle. Et elle est dans les savoirs ancestraux des indigènes, etc. Elle est dans la médecine chinoise. Ils avaient déjà compris cette histoire de sensibilité cutanée. Les Occidentaux, ils ont dû attendre le noir et blanc pour l'avoir. Pour savoir qu'il y avait un lien entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques. Les Égyptiens, ou je ne sais plus, les Romains, ils utilisaient déjà les anguilles en termes d'électricité pour soigner les gens. Ils avaient compris déjà ça. Donc il n'y a aucune découverte de toute façon qui est faite à l'échelle humaine. La nature, elle a déjà trouvé avant nous. On ne découvre rien, les humains. La nature, elle a déjà découvert avant nous. Nous, on fait que découvrir à notre échelle de fourmis, en fait. Mais la nature, elle le sait avant nous. Elle nous a même créé. Tu vois, donc il y a ce manque d'humilité qui n'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, il faut un peu redescendre sur Terre et se dire on ne sait pas, mais on essaye de bien faire. Et bien faire, c'est autonomiser les gens, c'est être autonome, c'est être responsable, et c'est prendre du recul avec le fait que la douleur n'est pas une fatalité, aucun schéma moteur n'est figé dans le temps, c'est-à-dire que le cerveau peut toujours apprendre, le cerveau il est plastique, il est malléable, il n'est pas statique, il n'est pas figé, on n'est pas des robots, on est vivant, et donc comme on est vivant, on peut s'adapter. Et qu'est-ce que l'intelligence de quelqu'un, ou peu importe, c'est l'interaction acquise à travers l'environnement. Donc tant que vous n'agissez pas sur l'environnement de manière polyfactorielle, vous n'allez pas avoir assez de facteurs en même temps pour vous réadapter. Et donc une méthode seule ne va jamais en prendre compte tous ces facteurs. Certainement pas si c'est une méthode qui n'est pas basée sur de la clinique. Et donc je dois avoir peut-être en physiothérapie, je dois avoir 16 formations de niveau kiné, en réadaptation. D'accord. Et donc je sais que voilà, au bout d'un moment, de quoi on parle, tu vois ce que je veux dire? Donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis, je vous souhaite une bonne soirée et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo la prochaine fois, où je vous fais quelques vidéos sur les plantes, ou je vous fais une vidéo de mobilité articulaire douce. Choisissez, je vous laisse le choix, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour votre soutien et je vous fais des gros bisous.